Et bonjour, bonjour. Allô? Voilà, allô, Ah, allô, bonjour Alice. bonjour. Bienvenue, on est déjà, le live a été lancé, donc on est on air. Merci beaucoup de trouver un moment, je vois que vous êtes à l'extérieur, vous enchaînez Oui, le oui, rendez-vous, quoi. voilà, c'est ça. Bon, ça marche. Ben, en tout cas, on est ravis de vous recevoir et de passer quelques minutes avec vous. Si vous le permettez, je vais juste un peu poser le sujet et puis ensuite on va vous écouter. Ça marche. Top. Bon, donc un live d'une cinquantaine de minutes à passer ensemble autour d'une thématique bah, qui est plus que du quotidien, hein, eau en bouteille ou eau du robinet, faut-il choisir et puis laquelle choisir? Alors bien sûr, on va vous dire que l'eau du robinet, c'est la meilleure, notamment les gens qui sont déjà en transition, qui sont déjà attentifs à de leur comportement. Mais enfin, il faut dire que l'eau en bouteille, elle reste très présente en France. Moi, j'ai regardé un peu les chiffres qui sont d'ailleurs relayés dans la tribune que vous avez co-signée, Alice Desbioles. Il y a 9 milliards de litres d'eau vendus chaque année, donc d'eau minérale ou d'eau en bouteille. 9 milliards. On est le cinquième pays le plus consommateur au monde. Et l'eau, quand on l'achète, elle coûte en moyenne 200 fois plus cher que l'eau du robinet. Voilà, donc ça pose quand même un peu le contexte. Là, on va donc essayer de comprendre pourquoi il y a un tel engouement autour de l'eau du robinet, parce que c'est quand même assez impressionnant. Voir ce qu'on reproche, plutôt autour de l'eau minérale, voir ce qu'on reproche à l'eau du robinet, et puis essayer de comprendre quelles sont les solutions, les alternatives pour faire changer les comportements de consommation. Donc d'abord, on va en discuter avec vous, Alice Desbioles. Vous êtes médecin en santé publique, spécialisé en santé environnementale. Vous venez de publier un ouvrage, L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé, chez Fayard. Et on vous voit souvent en ce moment sur les plateaux parce que la crise du Covid vous a fortement exposé. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, qu'on commence par dire un mot de ce dernier livre. L'éco-anxiété, c'est devenu un vrai sujet de santé publique. Oui, en tout cas, c'est en phase de le devenir et je pense que la crise du coronavirus, avec la dégradation aussi de la santé mentale, toute l'inquiétude aussi vis-à-vis de l'avenir. Je suis désolée, je suis dehors là avec le vent dans les cheveux, c'est un petit peu compliqué. On vous Donc, je entend pense que bien. tout ça, ça n'a pas aidé, si vous voulez, et quelque part, ce livre tombe à point nommé, notamment pour toutes les propositions de pistes, de solutions, voilà, pour essayer de vivre sereinement dans un monde en plein chamboulement, en pleine incertitude aussi face à plusieurs risques qui peuvent nous tomber dessus, des menaces d'ordre infectieuse, environnementale. Et donc voilà, tout l'enjeu, c'est de réussir à garder un cap, à s'épanouir dans un monde en plein bouleversement. Et justement, dans cet ouvrage, vous donnez des clés, en tout cas, vous tracez un peu des chemins possibles pour que les lectrices et les lecteurs puissent se mettre en mouvement, parce que le pire, c'est de subir, quoi. Tout à fait. Vous m'entendez parce que là, il y a un bruit de fond. Ouais, on vous Ouais, c'est entend. bon. Oui, effectivement. Donc, en fait, émotion, ça vient de motio, qui veut dire mouvement. Et donc, le fait de ressentir des émotions, de se poser des questions, ce n'est pas du tout en fait synonyme de d'inhibition. Bien au contraire, c'est souvent synonyme de d'action, de mise en mouvement, et souvent de mise en mouvement positive. Donc, c'est finalement quelque chose, voilà, qui peut aboutir à des changements intimes et à des changements plus globaux au sein de sa vie quotidienne, de ses engagements, de son lieu d'habitat, de sa profession. Et donc tout ça, ça peut être quelque chose de très positif, de sa manière de s'alimenter, de consommer. Donc là, ça nous amène aussi à notre sujet du coup du C'est jour. ça. Bon, alors le titre, L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé, ça c'est chez Fayard, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez récemment signé une tribune intitulée Valoriser l'eau du robinet, un choix durable et précurseur. C'était chez nos confrères de La Croix et c'était à l'initiative de l'association No Plastic in My Sea, la filière française de l'eau et l'Union française des professionnels du traitement de l'eau. Alors, dans cette tribune, il y a quelques arguments clés. Moi, j'aimerais bien simplement vous entendre sur ces différents arguments, hein. D'abord, vous dites faire le choix de l'eau du robinet, c'est un levier de lutte contre la pollution plastique. Je vais enfoncer une porte ouverte volontairement, mais ça veut dire que quand on jette sa bouteille en plastique dans le recyclage, d'abord tout le monde ne le fait pas et puis ça ne suffit pas, quoi.
Oui, oui, effectivement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, hein, quelque part, si on se place dans une perspective purement de levier, on va dire, environnementaux et écologiques. Donc, effectivement, le déchet plastique, la bouteille en plastique, c'est le premier déchet que l'on retrouve sur les plages. C'est 340 000 tonnes par an donc, de déchets de bouteilles plastiques. Donc, tout ça, c'est sûr que ça a un impact non négligeable déjà sur la santé planétaire qui est intimement liée donc, à la santé humaine et donc le fait bien sûr de consommer un produit, sachant qu'il y a une alternative, hein, parce que parfois le plastique, ça peut être nécessaire, que ce soit dans certains usages, on va dire, ponctuels. Je pense notamment aux usages peut-être médicaux, par exemple, où là, c'est peut-être un peu plus difficile de se priver de certains produits jetables. Là, en l'occurrence, quand il existe une alternative saine, moins chère et de très bonne qualité, ce serait dommage de s'en priver, effectivement. Alors, je fais une parenthèse avant de vous poser une deuxième question, ou plutôt de vous faire réagir à une deuxième balise de cette tribune. C'est que pour les personnes qui sont en train de suivre ce live, vous pouvez évidemment commenter, poser des questions, réagir. Et puis ensuite, on va recevoir Pascal Nutti, qui lui est aussi un spécialiste de l'eau et il a une solution à nous proposer. Ce sera juste après l'intervention d'Alice Desbioles. Vous dites aussi dans cette tribune, Alice, l'eau potable est de qualité en France et en plus, la transparence est bien là sur cette eau. Oui, exactement. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler. En fait, l'eau, c'est vraiment l'aliment le plus contrôlé en France. Un aliment, l'eau du robinet, c'est un aliment de très très bonne qualité. Et vous avez plus de 96% en fait des Français qui ont accès à une eau potable de très haute qualité. Vraiment, c'est un produit qui est particulièrement contrôlé. Et moi, c'est vrai que je suis toujours un petit peu surprise de voir on va dire, toutes les interrogations qu'on peut avoir sur l'eau potable, l'eau du robinet, notamment. Donc, c'est vrai hein, qu'il y a des soucis parfois de résidus de pesticides. Mais ça, si vous voulez, c'est lié à des problèmes de consommation qu'on a en France des produits phytosanitaires. Donc ça, si vous voulez, comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Donc là, c'est sûr que tant qu'on va continuer dans des modèles comme ça, très, très polluants pour produire l'alimentation, forcément, ça va se répercuter sur les produits à la fois alimentaires et sur les produits donc, comme l'eau. Mais ce qui m'interroge à chaque fois, c'est de voir à quel point on va cristalliser en fait sur l'eau et sur les résidus, par exemple, qu'on peut observer parfois hein, de pesticides. Mais par contre, tous les résidus de pesticides, tous les additifs alimentaires, tous les perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans les aliments ultra transformés, les produits tout préparés, les barres chocolatées, les sodas, tout ça, en fait, c'est pas du tout mentionné. Donc, je pense que là, il y a aussi tout un critère, enfin, tous des enjeux on va dire, de marketing un peu social, où effectivement, il y a aussi peut-être nécessité de communiquer sur la qualité de l'eau du robinet, au même titre que vous avez des grands groupes qui vont communiquer sur l'eau en bouteille, qui est donc souvent associée du fait hein, voilà, d'un marketing très présent à quelque chose qui est associé à une bonne santé, à une vie équilibrée, à une vie sportive, à des personnes qui mènent une vie saine. Donc, on a associé en fait ça, la consommation d'eau du robinet, à quelque chose de positif pour d'eau en bouteille à quelque chose de positif pour la santé. Donc, je pense qu'il y a peut-être nécessité de réhabiliter aussi, de communiquer de manière positive sur finalement cette eau du robinet qui est beaucoup moins chère, d'excellente qualité, qui ne présente pas aussi une pollution, ou en tout cas beaucoup moins une pollution aux microplastiques qu'on ne peut pas exclure hein, dans les bouteilles, dans la consommation d'eau en bouteille en plastique. Donc je pense que voilà, il y a plein de leviers sur lesquels il faut agir et il faut répéter que vraiment cette eau du robinet, c'est une eau de très bonne qualité, très contrôlée, c'est l'aliment le plus contrôlé en France. Alors, avant de vous poser une dernière question, juste un rappel, hein, 9 milliards de litres d'eau vendus en France chaque année. On est le 5e pays le plus consommateur au monde. Donc, s'il y a du marketing derrière, c'est vrai qu'il y a aussi des enjeux économiques, évidemment, et c'est souvent lié, qui sont assez impressionnants. Dans cette tribune, vous dites aussi, vous passez un appel au pouvoir public en leur demandant de faire la promotion de l'eau du robinet et bien sûr de l'améliorer là où c'est encore nécessaire. Mais c'est vrai que la promotion, moi, en lisant cette tribune, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de campagne de com pour dire buvez l'eau du robinet, notre eau, elle est bonne en France. Il y a peut-être des lobbies derrière, mais en tout cas, c'est une réalité, ça. Oui, alors non seulement il y a assez peu de communication, donc le levier, on va dire marketing social, dans un sens positif, là, n'est malheureusement pas du tout utilisé, mais en plus, il y a, à mon sens, aussi un souci d'exemplarité, c'est-à-dire que souvent, enfin en tout cas moi c'est mon cas, quand vous allez à des colloques ou à des réunions organisées par les pouvoirs publics, si vous mettez votre enfant dans une crèche ou dans une école, c'est possible parfois de voir en fait des bouteilles d'eau. Moi je suis à Paris, l'eau de Paris est une eau d'excellente qualité, voire même une eau de source
sources dans certains arrondissements. Et c'est souvent quand vous avez des événements qui sont organisés, même par des associations de santé environnementale, vous avez de l'eau en bouteille. Cette carafe d'eau, une belle carafe d'eau sur une table, même à un colloque, à un congrès, dans des écoles, dans des crèches, voilà, c'est joli, c'est bien, c'est moins cher, c'est bon pour la santé. Donc, je pense qu'il y a bien sûr ce levier de marketing social qui est très important et il faut communiquer dessus. Et aussi l'exemplarité, en commençant déjà par soi-même promouvoir uniquement, ou en tout cas majoritairement, cette eau du robinet et non pas des bouteilles en plastique de grands groupes avec de l'eau bonne aussi. Je ne suis pas du tout en train de critiquer. Chacun est libre, bien sûr, de son choix, mais je pense qu'il y a besoin, en tout cas, de réhabiliter cette eau du robinet qui souffre voilà, d'une certaine forme de campagne de doute menée à son encontre et qui, à mon sens, est dommageable et regrettable. Alice Desbiol, je me suis engagé à ce que ce soit rapide. Donc là, je vais vous libérer. Je vous demande juste une dernière petite réponse parce qu'on a pas mal de questions qui sont posées là sur le live. Notamment cette double question, quid de résidus des médicaments dans l'eau potable? Est-ce que ça, c'est une crainte qu'on peut légitimement avoir? Et puis, on nous questionne aussi sur la qualité des tuyaux qui emmènent l'eau parce que est-ce qu'elle elle est examinée, c'est vrai, au départ, mais est-ce que finalement, à l'arrivée, il n'y a pas un risque qu'elle soit souillée? Est-ce que sur ces deux points, vous avez des informations, sachant que vous n'êtes pas spécialiste de l'eau, mais enfin, votre expertise fait que ça nous intéresse, bien sûr. Alors effectivement, la question des résidus, que ce soit les résidus de médicaments, les résidus de pesticides, les résidus de métaux lourds, ça, encore une fois, c'est une interrogation. Et au-delà d'une interrogation, c'est un problème, mais pas forcément que en ce qui concerne l'eau du robinet. C'est le cas aussi pour notre alimentation. Le fait de vivre dans un monde qui est de plus en plus pollué, je pense que c'est illusoire de penser que ça ne va pas se retrouver après dans la chaîne alimentaire, que ça va pas se retrouver. On le voit bien avec les poissons. L'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et du travail, recommande de ne pas manger plus de 2 fois par semaine du poisson, alors que le poisson est un aliment excellent pour la santé, parce que les poissons sont désormais trop pollués et que du coup, la balance bénéfice-risque ne plaide plus en la faveur d'une consommation au-delà de 2 fois par jour. Donc, tout l'enjeu là, c'est en fait une question de balance bénéfice-risque. Bien sûr que ce qu'il faudrait, c'est adopter des modes de vie qui soient moins polluants pour que ensuite derrière il n'y ait pas d'impact sur notre santé. Je pense que là, encore une fois, il faut se rassurer. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas. Encore une fois, l'eau, elle est vraiment contrôlée en fait du début de la chaîne à la fin, avec des contrôles qui assurent en fait que l'eau qui arrive dans le robinet, notamment toutes ces questions de tuyauterie qui sont parfaitement légitimes, tout ça en fait, c'est contrôlé et chaque personne peut aller sur le site du ministère de la Santé. C'est très simple pour regarder en fait la qualité de l'eau dans sa commune. Et donc là, ça prend en compte vraiment le circuit de l'eau du début à la fin, jusque vraiment au robinet du consommateur. Donc après, bien sûr, en ce qui concerne les tuyauteries en plomb, tout ça, c'est des choses qui ont quand même été bien contrôlées, qui ont quand même globalement disparu. Donc en ce sens-là, voilà, je pense qu'il faut vraiment, tout est question de proportion, de mesure. Le risque zéro n'existe pas, mais disons que la pollution, malheureusement, de ce qu'on ingère, c'est un problème récurrent. Mais en ce qui concerne l'eau, c'est vraiment, elle est traitée, filtrée, et donc on peut vraiment se rassurer sur ça. Enfin, moi, j'ai un bébé à qui j'ai donné l'eau du robinet. Je bois l'eau du robinet en ayant bien sûr vérifié qu'elle était potable dans la commune. Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est ce sur quoi il faut vraiment. Je pense que c'est le message clé, quoi. Aller sur le site du ministère, regarder la qualité de l'eau de sa commune et se rassurer. Hop, je remets mon micro, c'est mieux. Merci beaucoup, Alice Desbiol. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et du Merci à coup, vous. bon run média et autres rendez-vous. Merci, Ça à marche. très Merci. Bonne bientôt. continuation. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est évident, c'est un gros sujet et dans quelques instants, on va recevoir Pascal Nutti qui est à la tête de la société Solable. Alors lui, son expertise, elle est évidemment basée sur l'eau, mais il a aussi mis sur pied une solution qu'on va challenger qui s'appelle Lavi et qui rend, en tout cas c'est ce qu'ils affirment, plus qualitative l'eau du robinet. Avant ça, juste 3 mots. Un, vous dire, commentez, réagissez, posez des questions. Je vais les relayer à notre prochain intervenant. Deux, je ne me suis même pas présenté pour démarrer le live. Je suis absolument navré, pardon. Je suis Valère Coréard et je suis le directeur d'idées, donc de l'infodurable.fr et nos différents magazines qui vous proposent ce rendez-vous aujourd'hui. Le thème, c'est eau en bouteille ou eau du robinet, laquelle choisir. Je vous ai quand même dit 9 milliards de litres d'eau vendus en France chaque année, d'eau en bouteille. On est le 5e pays le plus consommateur au monde d'une eau qui coûterait environ 200 fois
plus chère que l'eau du robinet. Et on va poursuivre cette discussion avec Pascal Nuty qui va intégrer le live dans quelques instants, tant que la connexion se fasse. Et bonjour Pascal. Alors, normalement, vous m'entendez. Connexion en cours à l'audio, donc ça y est, c'est bon. Bonjour Pascal Nuty. Bonjour Valère. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah ben voilà, j'étais en train de parler de la vie à l'instant et de votre solution qu'on va challenger dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger comme ça avec nous en live. On va vérifier que le micro est bon. Pardon. Ça a l'air pas mal. Oui. Ouais, ça a l'air bien. On vous entend un peu loin, mais ça a l'air d'aller. Donc, vous êtes le fondateur de la société Solable qui commercialise cette solution pour purifier l'eau. Là, on voit derrière vous, c'est la vie. Vous êtes aussi un spécialiste de ces questions. Alors, le but, ça va être évidemment que vous nous présentiez cette solution et puis qu'on puisse vous interroger dessus. Parce que des solutions pour purifier l'eau, il y en a un paquet aujourd'hui. On en croise pas mal. Vous êtes d'accord? Vous avez pu entendre ce que disait Alice, justement? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment vous réagissez, du coup, à sa position? Moi, je la trouve très bien, sa position. Moi, j'ai la même position. Je pense que on a beaucoup de marqueurs qui nous disent aujourd'hui qu'on est allé trop loin dans certains domaines environnementaux. Le plastique est une réalité qu'on peut toucher tous du doigt tous les jours en allant se balader à la plage ou à la campagne, sans avoir besoin d'être un scientifique d'ailleurs. Je crois que tout le monde le voit. Et donc, il serait dommage que la population ne se tourne pas vers des solutions qui permettent d'éviter à la naissance ce plastique à usage unique qui devrait être interdit aujourd'hui. En tout cas, on devrait se l'interdire si on a une conscience environnementale, je pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions sur le marché de la purification de l'eau. Là, je regardais les commentaires sur le fil du live. C'est vrai que, à juste titre d'ailleurs, les gens disent par exemple, bah oui, mais finalement, on n'a pas vraiment d'études précises sur l'eau qui arrive dans mon immeuble. C'est-à-dire qu'on peut voir à l'échelle d'un arrondissement, peut-être d'un quartier, mais on ne peut pas vraiment… Et ça, forcément, ça inquiète, c'est normal. On ingère cette eau, c'est quand même une boisson essentielle dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Bien sûr. Quel est votre regard justement sur toutes ces offres de purification de l'eau? Et est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas aussi en train de se mordre la queue? C'est-à-dire finalement, au plus on en propose, au moins on va en boire de cette eau du robinet parce qu'on se dit, bon, ben là, il y a un loup quelque part. Oui, ça, je pense que c'est un problème d'information. C'est un peu comme le bio, il faut informer. Il y a des choses qu'on vend avec ce label bio qui ne servent pas à grand-chose, à mon sens, mais il y a des choses qui sont utiles. C'est pareil, je pense que dans la purification de l'eau, l'essentiel, c'est d'en garder les qualités essentielles, justement, c'est-à-dire celles qui permettent à un être humain de vivre en bonne santé. Et bon, il faut aussi savoir qu'en parallèle, on vient de trouver du chlorothalonil dans la source d'Évian en Suisse. Donc, rien n'est parfait, rien n'est blanc, rien n'est noir. Mais en gros, on a quand même besoin de boire de l'eau qui soit la plus proche possible de quelque chose d'équilibré en pH, en acidité ou en basicité. Et on a besoin de boire des minéraux avec cette eau. Ça, on l'a totalement oublié depuis très longtemps, puisque la carafe filtrante, par exemple, a été inventée en 1960, je crois. Et depuis, on a rajouté des choses pour enlever les méchants minéraux, on les a diabolisés. Et à force de les diaboliser, on les a baptisés tartre ou calcaire, alors qu'en fait, on parle d'ion calcium. Et l'ion calcium, on va le chercher aujourd'hui dans du lait, du fromage, des tas de produits coûteux, entre guillemets. Coûteux aussi au niveau santé pour certains, ça peut apporter du cholestérol, par exemple, alors qu'il y en a dans l'eau. Donc, moi, je dirais déjà, s'il y a un truc à dire, c'est qu'il faut boire son calcium qui arrive naturellement. Il faut savoir que l'OMS le conditionne à un minima de, je crois que c'est 400 mg ou 200 mg. Enfin, il y a un minimum qui est obligatoire en calcium-magnésium et qu'il est donc présent dans l'eau du robinet chez tout le monde. Et il faut le savoir, il est bon pour la santé. Donc après, on peut prendre tout ce qu'on veut comme système de potabilisation. Je ne dirais pas que je suis le seul à avoir la meilleure solution du monde. Ce n'est pas du tout le débat d'aujourd'hui. Nous, on peut garantir qu'il y a 100% des oligo-éléments en entrée, donc des minéraux, qui seront en sortie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les affecter. C'est un peu notre défaut, entre guillemets.
Donc, on ne pourra pas travailler sur de l'eau salée, par exemple, puisqu'on ne pourra pas abaisser sa teneur en sel. On peut dire les choses en transparence. Vous Oui. êtes quand même assez critique sur certaines solutions de purification d'eau. Oui. Voilà. En particulier celles qui remettent des minéraux, comme je viens de le dire. Oui. Donc, boire de l'eau qui est passée à travers quelque chose qui a enlevé des minéraux, je trouve ça dommage. Dommage pour le monde, dommage pour la santé de chacun. Dommage de rajouter des machines qui vont de toute façon avoir une empreinte carbone assez soutenue pour faire quelque chose qui est non seulement inutile, mais dangereux. C'est mon propos. Alors, bien sûr, on peut équilibrer avec une alimentation de bonne qualité et absorber des minéraux dans l'alimentation, comme je l'expliquais pour le lait ou le fromage. Ça ne veut pas dire qu'on va en mourir. Ça veut dire que c'est dommage de s'enlever un bienfait naturel de l'eau. C'est tout ce que je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des études fiables vraiment sur l'eau qu'on boit? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Finalement, on a l'impression que à la fois c'est transparent et en même temps pas tant que ça. En tout cas, à l'échelle du consommateur, je parle, hein, Pascal Nutti. Disons qu'on a des études sur certains composés, comme le calcium que je décrivais. On a par exemple des études scientifiques sur sa biodisponibilité et on en conclut qu'elle est à peu près aussi bonne que celui du lait aujourd'hui. Alors qu'il y a 20 ans, on pensait que c'était l'inverse. D'accord. Donc la science a un peu évolué et progressé là-dessus. On a des études, par exemple, sur ce qu'on appelle les nitrates. Je pense que tout le monde a entendu parler des nitrates. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus positif que négatif, alors qu'on les a réglementés, en particulier pour les nourrissons, parce qu'effectivement, les nourrissons ont un vrai risque d'attraper ce qu'on appelle la bleuisse du nourrisson. Mais pour les êtres humains construits, entre guillemets, c'est-à-dire à partir de 6 mois, il n'y a aucun problème avec les nitrates. Après, ce qu'on n'a pas fait, parce que je crois qu'on ne pourra jamais le faire, ou ça va être très difficile, c'est les études sur les cocktails de pesticides. On n'y arrive pas, parce qu'il y a des milliers de pesticides potentiellement découvrables dans l'eau, mais ça fait donc des milliards de combinaisons qu'il faudrait tout analyser. Et puis bon, on n'a pas de volontaires pour faire ça, il faut dire les choses comme elles sont. Donc ça, on a un trou. On a de forts doutes, c'est-à-dire des scientifiques émettent des doutes sur le fait que certains cocktails peuvent être nuisibles sans limite de quantité au niveau basse, c'est-à-dire que la seule présence de certains corps en mélange pourrait être dangereuse, mais on n'a pas de preuves. C'est-à-dire qu'on est sur des suppositions. Alors, sans tirer sur les copains, et après, on va challenger votre solution à vous. Je ne suis pas armé, Valère. Non, mais on me pose des questions sur alors, la céramique, est-ce que ça marche? Le charbon, est-ce que ça marche? Les filtres, est-ce que ça marche? Tout marche. D'accord. Tout marche d'une certaine manière. Moi, je dirais que ce qui marche le mieux et de plus connu, c'est le charbon actif. Après, le charbon actif, ce n'est pas un produit très complexe. Donc, on a voulu le complexifier aujourd'hui. La plupart des carafes filtrantes, par exemple, utilisent des mélanges entre des charbons actifs et des résines échangeuses d'ions pour abaisser les charges minérales. C'est là où moi, je trouve que ça devient trop. Mais après, un filtre à charbon actif, ça marche très bien. Sauf que pour garantir qu'il n'y a pas de bactéries, on lui rajoute des sels d'argent dedans pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas plus de bactéries en sortie qu'en entrée. C'est bien, mais il n'y avait pas de sel d'argent avant dans l'eau du robinet. Donc, est-ce que tout ça, c'est logique? Ça crée du potassium aussi. Pareil, il n'y en avait pas dans l'eau du robinet. Bon, moi, je trouve que le plus simple est le meilleur. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le charbon actif, je n'ai rien contre. C'est un truc qui marche. Il a toujours fonctionné. Il n'a rien de malsain particulier, à part qu'il faut le fabriquer, il a une empreinte carbone et il faut le changer. Bon, voilà. Après, en tout cas, tout marche à peu près et il y a quand même des effets bénéfiques sur cette eau du robinet. On est quand même face à un énorme enjeu marketing, notamment du côté de l'eau minérale, comme le disait Alice Desbiol tout à l'heure. 300 milliards de dollars de turnover par an en eau minérale dans le monde, oui. Voilà. Et on est le 5e pays le plus consommateur au monde, donc ça laisse songeur. Alors, on va faire un focus sur ce que vous avez, ce que vous proposez, votre solution, et puis on va essayer de comprendre voilà, ce qu'elle apporte finalement sur ce marché de la purification. Là, c'est vous, ça aurait pu être tout un tas d'autres possibilités. Pardon d'avance à celles et ceux des professionnels qui nous ont demandé de participer. L'idée, c'est qu'on veut faire un focus. Il y en aura d'autres, des lives sur le sujet. Et puis, bien sûr, à celles et ceux qui regardent,
vous pouvez bien sûr poser vos questions, j'en serai le relais. Alors, déjà, faites-nous un peu le pitch de ce que vous avez mis sur pied comme innovation là-dessus. Nous, on a découvert un peu par hasard en fait un moyen de reproduire les machines de guerre qui dépolluent l'eau en sortie des stations d'épuration des produits, dissous et qu'on n'arrive pas à filtrer, comme par exemple les hormones de pilule féminine qu'on retrouve dans l'eau, hein, dans l'eau d'évacuation, bien sûr. Et donc, pour éviter justement qu'elles aillent dans les rivières, phénomène que décrivait ma collègue tout à l'heure, qui parlait de la féminisation des poissons et surtout de leur absorption de tous ces polluants qu'on va trouver dans les eaux diverses et variées, on utilise des grosses machines avec de l'UVC, donc un rayonnement UV, et on ajoute de l'eau oxygénée, on flash cette eau oxygénée avec du rayonnement UV, et on arrive à supprimer ces hormones comme ça en sortie de station d'épuration. Alors, je ne vous rassure pas quand même, ça ne se fait pas de partout parce que c'est très cher. Et donc, c'est que dans les villes de luxe, entre guillemets, où on arrive à financer ce genre d'équipement. Nous, on a réussi à faire un downsizing total de ce truc-là. Voilà, ça tient dans cette machine-là, hein, elle fait quelques centaines de grammes. Et on utilise une technologie qui est comparable, puisqu'on est maintenant classé dans les mêmes effets au niveau scientifique. On appelle ça un processus d'oxydation avancée. Et nous, on utilise simplement le chlore qu'il y a dans l'eau de distribution à la place de l'eau oxygénée qu'utilisent les industriels. Et on a des effets qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on va créer des radicaux par irradiation avec la lumière UV. Nous, on a choisi de l'UVA et pas de l'UVC comme les industriels, tout simplement parce que c'est de l'UVA qu'on va retrouver dans la lumière solaire, donc il n'est pas dangereux. Et ça nous rassure quand même plus de mettre un dispositif qui n'est pas dangereux chez le client final, puisqu'on s'adresse au grand public et au foyer. Et donc, en 15 minutes, on va pouvoir flasher ce chlore, créer ces radicaux. Ces radicaux, on va pouvoir eux-mêmes, par leur action, dégrader en fait tout ce qui est produits chimiques autour d'eux. Donc, casser des traces de médicaments, de pesticides, le chlore, les dérivés du chlore, tout ce qui a été rajouté pour sécuriser l'eau pendant son transport. Hein, le chlore en particulier va générer des tas de molécules odorantes, des sous-produits du chlore, des trialométhanes, du chloroforme, des tas de choses. Hein, je ne vais pas les citer toutes parce qu'on n'a pas le temps, mais nous, on va donc les éliminer. Donc, en fait, quelque part, on va retrouver l'eau comme elle a été injectée au moment où elle est rentrée dans le tuyau. C'est-à-dire, si elle venait des torrents, comme l'eau d'Aix-en-Provence, qui vient des Alpes, on va retrouver l'eau des Alpes sans les inconvénients du transport dans le réseau qu'on lui a rajouté. Mais qui, malgré tout, était nécessaire pour la garder en bonne santé au niveau bactérien. On est bien d'accord. Alors, je fais tout de suite une double parenthèse. La première, c'est qu'évidemment, si les gens qui nous regardent ont des questions ou ont envie de vous interroger sur ça, c'est libre. Bien sûr. Et deuxième élément, c'est que avec IDEE, on a travaillé déjà avec vous, Lavie, sur un projet, sur un partenariat. Mais Oui. cette séquence-là, nous, on l'a organisée et là, on est en toute liberté éditoriale. Oui. Donc, on fait notre travail de journaliste et vous, vous défendez votre solution. Bien sûr. Est-ce que vous avez des preuves scientifiques? Est-ce que vous avez pu donner de la robustesse à votre argumentaire? Oui, mais dans la même limite que ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de tester des milliers de polluants. On a testé des traces de médicaments, on a testé des traces de pesticides. On vient de livrer un rapport sur un polluant grave qu'on retrouve en Martinique qui a été utilisé contre le charançon du bananier, où on dégrade de 40% le produit. Sur d'autres, on arrive à dégrader de 100%. Par exemple, sur le diclofénac, on arrive à le faire disparaître totalement. Oui, on a tout un faisceau de preuves scientifiques qui sont téléchargeables sur notre site web, bien entendu, et qui ont été faites par des labos indépendants ou des labos de recherche scientifique. Et du coup, en fait, si on résume, parce qu'on en avait discuté pour préparer cet échange et que voilà, nous, on voulait bien comprendre, parce qu'on rentre quand même dans des domaines assez complexes. Oui. Ce que vous nous expliquiez, c'est que finalement, vous utilisez la méthode des rayons du soleil, quoi. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. En fait, finalement, si on mettait notre carafe d'eau Bien sûr. Au soleil, on aurait le même effet, à condition quand même de la garder fermée, c'est-à-dire étanche pendant le traitement. Et il faudrait à peu près 2 heures de plein soleil pour provoquer la même chose. Ça, c'est fou. C'est incroyable. Oui, ce qui est fou, c'est de l'avoir découvert par hasard, alors qu'on l'avait tous devant le nez. C'est ça qui est fou. En fait, et vous êtes les seuls à faire ça ou c'est une technologie qui est utilisée par d'autres? On l'a breveté, donc elle ne peut plus être utilisée par d'autres.
Mais Ok. oui, on est les seuls à faire ça. En fait, les seuls autres, je dirais, pas concurrents, parce que ce n'est pas des concurrents, à utiliser ce genre de procédé, c'est Veolia, mais à des échelles C'est ce que vous gigantesques, nous disiez, ouais. Mm, mm, de mm. plusieurs millions d'euros, quoi. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes destinations, mais en gros, on utilise le même traitement, oui. Sauf qu'on Euh, a fait varier le consommable et la lumière. On a fait un test à la rédaction à l'aveugle. Ouais, C'est super. vrai que… Non, mais Il faut c'est le vrai, faire. j'étais avec d'autres journalistes et membres de l'équipe d'idées. Effectivement, on a notamment identifié, alors on n'a pas pu vérifier de quoi était Bien sûr, composée l'eau avant et après, hein, on n'avait bien évidemment sûr. pas voilà, de la Beauce sous la main, mais par contre, au niveau du goût, c'est vrai qu'on a eu le sentiment que ça neutralisait le goût que C'est ça. de l'eau qu'on boit dans nos locaux, dans le 16e arrondissement de Paris, pour dire où nous sommes. Alors, Oui, cette histoire du goût, elle est quand même vachement importante pour oui, le retour en force de l'eau du robinet, non? bien sûr, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour casser ce goût? C'est le Bah, chlore qui pose problème? en fait, c'est pas le chlore. Parce que le chlore pur, en fait, au départ, quand il est jeté dans les tuyaux, il a ni odeur ni goût. En fait, il est très neutre. Bon, bien sûr, si on le concentrait 100 fois plus, ça serait imbuvable. Mais à cette concentration-là, c'est pas gênant. C'est qu'en fait, il va se transformer à chaque fois qu'il touche quelque chose. À chaque fois qu'une molécule de chlore va rencontrer un peu de biofilm sur un tuyau, par exemple, elle va muter. Et en fait, elle va muter dans ces 500 sous-produits. Et dans les 500 sous-produits, il va y avoir des molécules odorantes. Donc, ces molécules odorantes, en fait, et goûtues, on va les sentir. Et c'est ce qui donne cet effet un peu repoussant quand l'eau est trop chlorée. Je veux dire, même au lavabo, on le sent, quoi. Et ça va donner aussi du goût. Donc, si on est capable ensuite de casser chimiquement ces molécules odorantes et goûtues, ben, on va pouvoir rendre une eau neutre. C'est ce qu'on fait. En fait, nous, on s'attaque aux polluants chimiques. Et c'est en gros la quasi-totalité des pollutions qu'on a, en tout cas ce qui gêne la perception de la qualité de l'eau. Parce que Hmm. finalement, si vous regardez bien, et vous l'avez fait, et je crois qu'on l'a tous fait sans s'en rendre compte en passant du stade bébé à petit garçon à adulte, on a toujours bu de l'eau fraîche. En tout cas, pour ceux qui ont bu de l'eau du robinet. Mais c'est un réflexe. C'est qu'en fait, à force de la mettre au frais, on neutralise son goût parce qu'on écrase la papille gustative au moment de sa consommation. Et en fait, on l'a fait sans s'en rendre compte. Mais et tout le monde, enfin, la plupart des gens qui boivent de l'eau du robinet, vous verrez, ils la boivent fraîche. Tout simplement parce qu'elle n'est pas bonne. Si je la bois à température, elle n'est pas bonne. Elle a quelque chose qui ne va pas. Rien de grave, hein, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui la boivent quand même, et même à température. Mais elle a cité quelque chose qui va faire que je vais avoir tendance à aller vers l'eau en bouteille parce qu'elle est plus neutre. Hmm. Et c'est ce qu'on arrive à reproduire, nous, de manière, alors sans parler de science, justement, restons concentrés sur la dégustation. Ben là, on a 100% de gain. C'est-à-dire que quand on fait un test en double aveugle, il n'y a jamais d'erreur. Jamais. Il y a Isabelle là, qui nous pose une question. Oui. Est-ce qu'avec votre solution, on peut utiliser l'eau du robinet pour les bébés? On peut, la réponse, en fait, est dans la question. On peut de toute façon utiliser l'eau du robinet pour les bébés. Il y a une seule contrainte, en fait, à respecter. Et d'ailleurs, c'est marqué sur le site de l'Info Durable. C'est 50 mg par litre maximum de nitrate. Mais ça, c'est une limite nationale. Donc, bien sûr, il faut quand même vérifier auprès de sa commune l'analyse de l'eau, parce qu'il Hmm. peut y avoir un problème momentané, entre guillemets, dans une commune. Mais sinon, normalement, tout le monde peut utiliser l'eau du robinet en France pour les nourrissons. Tout à l'heure, je disais que c'était 200 fois plus cher, hein, l'eau Oui, en bouteille versus c'est vrai. l'eau du robinet. Alors bon, c'est une C'est cote 100 mal à taillée. 300 fois suivant les eaux. Oui, Voilà, donc c'est une cote mal taillée. oui, oui. Euh, Vous, votre petit appareil là, donc en fait, on glisse la bouteille. Là, vous pouvez Oui, peut-être la sortir, la bouteille, oui, pour oui, qu'on bien voit. sûr. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. en fait, il y a cette espèce de pochoir un peu On la dur remplit d'eau. Voilà, avec le on a système un de LED tube à l'intérieur. Voilà, du VA, du VA. qui est bardé de l'aide UVA, en fait, entre guillemets, C'est avec une petite ça. électronique en bas. Il y a un adaptateur secteur que je ne vais pas brancher là parce que je C'est n'ai pas ça. de Donc on met à réseau. l'intérieur la carafe et on la laisse un quart d'heure. Voilà, elle est détectée automatiquement quand on la rentre, ça s'allume et ça Ça s'éteint au bout vaut. d'un quart d'heure, on sait qu'on peut la consommer. Alors, effectivement, ça neutralise ce goût un peu désagréable. Nous, on l'a Et le constaté. chlore, Alors, bien sûr. après, c'est personnel, la perception du goût, hein. Bien sûr, Sans bien doute sûr. que certaines ou certains vont trouver que ce n'est pas le cas. Mais enfin, nous, on était 3-4. On a trouvé, c'est vrai, de ce point de vue-là. Vous nous dites donc que toutes les preuves scientifiques, en tout cas, tout ce dont vous disposez, c'est sur votre site Oui, bien Internet. sûr, c'est Très, téléchargeable. très clair.
Maintenant, le prix, est-ce que c'est une solution qui est accessible? Accessible. En vérité, notre vrai problème en fait, de croissance, c'est un peu notre manque de concurrence. C'est que, comme vous l'avez sans doute compris, Valère, on n'a pas de vrai concurrent frontal. On ne peut pas mettre une carafe filtrante à côté et dire c'est comparable. Il n'y a pas de filtre ici, il n'y a pas de consommable. C'est beaucoup plus cher au niveau du prix d'achat frontal. Mais évidemment, ça se rembourse en comparaison avec, par exemple, une carafe filtrante ou d'autres systèmes de filtration qui vont avoir besoin d'entretien, de changement de filtre, etc., pour la plupart en tout cas. Donc, c'est d'une rentabilité rapide par rapport à une consommation d'eau en bouteille. Si on le compare par rapport à l'eau du robinet, aucun système n'est rentable. C'est-à-dire qu'il est évident que le moins cher, c'est quand même de garder l'eau du robinet telle qu'elle sort du robinet. Si on le compare par rapport à une eau minérale de prix moyen, dans un foyer, je dirais que ça se rembourse en moins d'1 an. Mais c'est des dépenses que les Français ne voient pas. En fait, quand on va faire ses courses et qu'on jette un pack d'eau dans le chariot, ça fait 3,50 € en moyenne, ou 3 €, je ne sais plus, mais bon, ce n'est pas très cher. Et donc, on ne se rend pas compte qu'on dépense 200 € ou 300 € par an en bouteille d'eau. On ne le sait pas. Donc, on trouve que ça, c'est cher. OK, ça va entre 100 et 200 € notre produit. Donc, tout est cher et tout n'est pas cher. Je dirais que ce qui nous manque aujourd'hui et qu'on va mettre en place bientôt, c'est un modèle d'achat en location ou en location-vente où on pourra payer quelque chose comme 6 € par mois pour que ça soit justement comparable à un acte d'achat imagé chez les gens, qui se rendent compte que c'est le même prix qu'un filtre de carafe ou que deux packs d'eau, par exemple. Il y a une personne là qui suit le live de nouveau, Isabelle, qui dit OK, vous nous confirmez que ça n'a pas d'effet sur les nitrates. C'est pour ça que c'est important de regarder les taux de nitrates dans l'eau pour les bébés. On ne peut pas décomposer les corps simples. On casse les liaisons entre les molécules. Donc, les molécules complexes, par exemple, le glyphosate, c'est un machin qui a eu 8 composés. Donc, oui, là, c'est intéressant parce qu'en fait, on va réduire le glyphosate en carbone, en cuivre, etc. Dans des corps qui sont intéressants à boire, alors qu'ils ne sont pas du tout intéressants quand ils sont collés entre eux et qui sont du glyphosate. Mais par contre, sur le nitrate, on ne peut rien faire, non. Donc, ça va rester du nitrate. Mais je confirme que c'est quelque chose de positif dans l'eau pour la santé humaine. C'est écrit par la science aujourd'hui. Il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais ça permet, par exemple, de mieux fixer l'oxygène dans le sang. Ça permet de mieux respirer en altitude, ça permet d'avoir moins de stress, ça permet au cœur de battre un peu moins vite. Bon, il y a beaucoup d'avantages qui sont liés au nitrate. C'est d'ailleurs un médicament qu'on trouve directement en pharmacie et qui est préconisé pour pas mal de problèmes. Donc, il ne faut pas s'en soucier autrement que pour un nourrisson de moins de 6 mois qui, lui, effectivement, est limité à 50 mg par litre. Mais comme c'est la limite légale en France… en principe, ça va, ouais. Bon, on a mis dans la discussion de l'événement justement le lien pour trouver justement les résultats en fonction de là où vous habitez, etc. Ça peut. Alors, je voudrais quand même rajouter un truc tout simple, c'est qu'il y a des gens qui s'inquiètent par rapport à leur tuyau, leur quartier, au fait que ce n'est pas mesuré jusqu'à chez eux. Ils ont accès à des sites internet sérieux de labos qui peuvent faire des analyses d'eau potable en leur livrant un petit kit pour échantillonner l'eau et leur envoyer. Ça coûte 60 €, ce n'est pas donné, mais ça permet quand même d'être rassuré une bonne fois pour toutes. Donc là, c'est dans son appart ou dans sa maison, quoi. C'est-à-dire que là, on peut vraiment savoir l'eau qui nous arrive dans le robinet. On la tire au robinet, oui, c'est ça. Et là, on va avoir une analyse à la fois bactériologique et physico-chimique en retour qui va nous permettre de vérifier si on est bien dans les minima et maxima de tout ce qui est paramètres eau potable. Et ça, comment on fait pour savoir, pour avoir accès à ce labo? On trouve le contact comment? On tape analyse eau potable sur un moteur de recherche, et si possible COFRAC pour être sûr. Le COFRAC, c'est la certification du labo. D'accord. C'est COFRAC. OK. Sinon, en tapant analyse eau potable, on tombe sur toute une gamme d'offres. Et bon, on en prend une pas loin de chez toi. Enfin, ça se passe par Colissimo. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie l'échantillon d'eau dans une petite boîte et ensuite, on reçoit par email l'analyse. OK. Alors, j'ai une autre question que je voudrais vous poser. C'est Stéphane qui la pose. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas pire de casser ces molécules, sachant que les pesticides sont retrouvés dans tous les organes de notre corps, quoi? Alors, je vais prendre un exemple simple pour être plus explicite. Le chlore, en fait, dans l'eau potable, vous savez tous que le chlore, c'est un biocide. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente. Si on prend un berlingot d'eau de Javel et qu'on met le doigt dedans et qu'on le laisse longtemps, on va ressortir le squelette du doigt.
Donc, c'est assez violent, le chlore, en fait, en tout cas en forte concentration. Mais quand il passe dans notre procédé, avant de rentrer, il est donc collé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs molécules entre elles. C'est une molécule très simple. Par exemple, la moitié du chlore s'écrit OCl. Donc, le O, c'est de l'oxygène qui est collé avec le Cl qu'on appelle le chlorure. Mais c'est le même Cl du sel de table qui s'écrit NaCl. Donc, je ne fais pas un cours de chimie. Je m'arrête là. Mais quand je vais casser la liaison entre O et Cl avec ma machine, avec mon procédé de photolyse, je vais directement retransformer ces éléments en oxygène. Je ne pense pas que quelqu'un ait déjà eu du mal avec de l'oxygène, et en chlorure. Donc, les fameux chlorures qu'on va trouver dans l'eau minérale. Il suffit de lire la composition d'une eau minérale, vous verrez qu'il y a des chlorures dedans. Donc, on part de quelque chose qui est dangereux, oui, mais en le cassant, on le transforme en quelque chose qui n'est plus du tout dangereux et qui est même positif. Et c'est à peu près vrai pour tous les méchants pesticides qu'on trouve dans l'eau, enfin dans les terres, bien sûr, avant de le retrouver dans l'eau. Ils sont tous composés de choses simples. À partir du moment où on casse ces liaisons, on se retrouve avec je dirais un byproduct, je dirais quelque part, qui est complètement potable. Et on a la chance d'avoir un des seuls procédés au monde qui permet donc de conserver 100% de l'eau d'entrée en sortie. On n'a pas de perte. Il n'y a rien à jeter. Il y a Jordan qui nous dit qu'on peut aussi contacter l'ARS qui peut envoyer des préleveurs manifestement. D'accord. Voilà, oui. bon. Si on a un doute ou une inquiétude, bien sûr. Je fais passer le tips. Une dernière question, peut-être, Pascal. Quand on regarde un peu l'horizon, vous regardez aussi du côté du sud et vous dites que vous pourriez aussi apporter avec cette innovation une solution à l'accès à l'eau potable? Oui, en tout cas, on essaye d'être efficace dans cette direction-là. On est en train de concevoir un témoin, d'ailleurs, en ce moment même, pour que, par une exposition au soleil, on puisse traiter et avoir la certitude que l'eau est traitée de la même manière, mais sans utiliser d'électricité, dans des pays où elle n'est pas tout le temps disponible et où elle peut être chère, mais où on a par contre beaucoup plus de problèmes dans l'eau potable que chez nous, et où on paye l'eau en bouteille très, très, très cher. Elle est plutôt en sachet plastique, d'ailleurs, mais comparé aux revenus de ces gens-là, c'est une catastrophe. Ça représente 300 fois ce qu'on met, nous, dans une bouteille d'eau. Or, ils n'ont pas d'argent. Donc oui, je pense qu'il faut impérativement trouver des solutions pour arriver à ce que le plus important pour eux avec la nourriture soit disponible à un prix cohérent, quoi. Parce que là, ce n'est pas du tout le cas. Même si on va, même au Maghreb, on s'arrête en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. En Algérie, c'est peut-être un peu exceptionnel parce qu'il y a encore des prix qui sont un peu tenus, entre guillemets, par l'État. Mais en Tunisie, une bouteille d'eau minérale vaut 2 fois le prix d'une bouteille d'eau minérale française. Or, le salaire moyen, il est beaucoup plus bas. Mais bon, ce problème, il s'amplifie au plus on va bas en Afrique, entre guillemets. C'est une galère. Donc, nous, on concentre le soleil, en fait, pour arriver. Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut effectivement acheter une bouteille la vie seule. Si on habite dans le sud, on la met 2 heures au soleil, elle est traitée. Mais 2 heures, c'est long. Et surtout pour un foyer où on est 5 ou 6, c'est trop long. Donc, on a mis au point un concentrateur solaire qu'on appelle la vie Sun et qui permet de traiter en environ 20 minutes. 20-30 minutes pour l'instant. Mais en tout cas, on va la sortir d'un petit témoin, en fait, solaire, qui va permettre de passer du vert au rouge et de dire, OK, voilà, ton eau est traitée. J'ai une dernière question pour vous. Vous voyez, vous fabriquez où tout ça? Alors, voilà, c'est quoi la chaîne de valeur chez vous? La chaîne de valeur est très simple, en fait. C'est tout fabriqué quelque part dans le haut de la Chine. Et c'est assemblé, vérifié chez nous. Mais ça arrive par un train, sur la route de la soie ferroviaire, donc avec une empreinte carbone qui est très limitée. Et ça arrive surtout d'un seul et même fournisseur. Donc, il n'y a pas du CO2 de partout. On a une empreinte carbone qui est très, très basse, puisqu'on arrive à la neutraliser en à peu près 3 semaines d'usage pour un foyer moyen. Ok. Voilà, je trouve que c'est important de poser toutes ces questions pour qu'on comprenne. Et puis, il y avait des commentaires qui montraient bien qu'on apprécie la transparence. Bien sûr. Un petit mot d'Isabelle qui dit tiens, ce serait bien que dans les crèches, on fasse venir l'ARS pour rassurer les parents. Il y a sans doute effectivement de la pédagogie à faire pour qu'on repasse à l'eau du robinet. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Donc, Solable, c'est la société. La vie, c'est votre solution.
Et si les gens veulent aller plus loin et découvrir ce que vous faites, donc il y a tout sur le site internet, maximum Bien d'infos. sûr, lavie.bio, oui. Lavie.bio. Et puisqu'on est là-dedans, moi, je vous montre notre dernier magazine Idées pratiques qui est sur le zéro déchet. Comment se mettre au zéro déchet, se mettre vraiment au zéro déchet. Attention, parce qu'il y a beaucoup de greenwashing aussi là-dedans. Bien sûr. On l'a fait en partenariat avec Zero Waste France et on ne peut pas les taxer de faire du greenwashing pour le coup. Voilà. Merci beaucoup. Merci Valère. Cet échange qu'on va retrouver dans un article évidemment sur Idées. Et puis, on aura sans doute l'occasion d'organiser de nouvelles rencontres comme ça. Merci à vous qui avez suivi aussi et prenez soin de vous. À bientôt. Merci Pascal. Et présent sur la route. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.